Bienvenue à tous. Deuxième audience publique de la Cour d'Agbeno. Troisième revirement jurisprudentiel phare. Pas décision. DCC 18-141 du 28 juin 2018, la haute juridiction a déclaré conforme à la Constitution du 11 décembre 90 la loi sur le retrait de droits de grève aux travailleurs en République du Bénin. Fini donc les grèves perlées et mouvements de débrayage tous azimuts. Validation de la loi portant retrait de droits de grève aux travailleurs, une nouvelle ère pour l'administration béninoise. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission 100% Bénin du jour. L'instant analyse, tout de suite, c'est maintenant sous le regard de deux professionnels des médias. À ma gauche, Jules-Léandre Kitty, journaliste, il est chroniqueur politique. Jules-Léandre Kitty, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, notre confrère, Marcel Zoumeno, est son nom, journaliste. Il est l'assistant du directeur de publication du quotidien béninois d'information, La Nouvelle Tribune, que nous attendons toujours dans les kiosques. Marcel Zoumeno, bonjour. Bonjour Joël. Merci bonjour pour la disponibilité. Téléspectateurs de SICA TV. Et vous répondre à leur façon, comment se vit toujours cette attente de plus en plus lancinante quant au retour de La Nouvelle Tribune. On est là, on attend toujours la HAC et surtout la décision du président, de son président, Adam Bolitessi, qui a dit dans les coulisses que il faut attendre le début du mois de juillet pour qu'il se penche sur le cas de notre journal. On suit donc très près, mois de juillet, on y est déjà, mesdames, messieurs, n'est-ce pas? Pour l'instant, un sujet qui focalise les attentions, c'est bien cette dernière décision de la Cour d'Agbeno. Une deuxième sortie, une deuxième audience pour restituer les termes publics qui a sonné le glas et définitivement, sans doute, en tout cas pour les 5 ans que feront encore les sages, les nouveaux sages de la Cour, il en sera ainsi finir le droit de grève des travailleurs. Jules Kitty, une décision qui fait réagir plus d'un là-dessus. Quel est d'abord, vous, votre regard par rapport à l'annonce d'une telle décision, un revirement jurisprudentiel? Bon, d'abord sur ma réaction, c'est que j'ai été surpris. J'ai eu un sentiment de désagréable surprise d'abord. Ensuite, j'ai reçu ça comme une interpellation en tant que journaliste, en tant que chroniqueur politique. Je n'ai pas à avoir de la réprobation simplement face à une décision d'une institution de la République. J'ai, en tant que, quelque part, chercheur, à interroger la décision, à voir les contours et voir si légalement ça tient, si en plus, surtout, ça c'est de ma position, ça surtout les implications politiques de ça. Et je trouve que les implications sociopolitiques seront suffisamment graves. Oui, sans que je n'enlève aux sages de la Cour et à son président le droit de rendre des décisions. Et de plus en plus, je m'interroge sur le terme que nous utilisons pour désigner ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. C'est vrai, on a cette fausse modestie de dire, bon voilà, nous ne sommes pas comme ceux qui sont désignés à la Cour constitutionnelle, des juristes de haut niveau et tout. Non, mais on comprend que là, moi j'ai de plus en plus du mal à parler de jurisprudence ou de revirement jurisprudentiel. Ah bon? Mais oui, je pense qu'on peut se permettre de dire même qu'il y a une révision des décisions de la Cour constitutionnelle, ce qui fait deux choses différentes. Et quand je me suis amusé à taquiner certains amis qui sont purement dans la pratique du droit, ils m'ont dit, mais tu ne dis pas mal, parce que la jurisprudence, pour ce que j'en sais, c'est que il y a une situation qui se présente à une juridiction qui a rendu une décision, une situation similaire se présente une autre fois, et on demande à la juridiction de regarder le comportement qu'elle avait eu avant. Et lorsque la juridiction décide maintenant, face à une situation similaire, d'avoir une attitude contraire à l'attitude qu'elle avait eue à l'intérieur, quel que soit le mouvement des hommes qui animent l'institution, et là on peut parler de revirement jurisprudentiel. Mais lorsque
une juridiction a connu d'une affaire et a jugé cette affaire et a rendu une décision, alors lorsque la même juridiction revient ou une autre pour connaître, pour choisir, fut-il sur la base d'un recours, connaître du même dossier et rendre une deuxième décision qui plus est contraire à la première, j'ai envie de dire, je serais plus à l'aise qu'on parle de révision par la Cour constitutionnelle elle-même de cette décision antérieure. Maintenant, le débat va se poursuivre sur le plan purement du droit. Mais lorsqu'on va au-delà des implications qui m'intéressent, moi, en tant que chroniqueur politique, eh bien, c'est que nous allons loin dans la désacralisation de la Cour constitutionnelle. On y revient tout à l'heure, oui. Marcel Zoumenou, c'est une édition... Une situation qui n'a pas laissé la Nouvelle Tribune, il faut le dire, continue de faire parler d'elle à travers son site d'information qui reste toujours fourni. Marcel Zoumenou, l'information n'est pas passée sous silence au niveau de la Nouvelle Tribune. Pas du tout, et contrairement à mon ami Jules Léandre, nous, en tout cas moi, personnellement, je ne suis pas surpris de cette décision. Vous attendiez la Cour sur cette décision? On s'attend. De sitôt, une deuxième audience publique? Tout à fait, parce que quand vous regardez déjà les premières décisions prises par cette Cour, on sentait que la Cour Diogbenou est une cour de rectification de la Cour Wolo. J'utilise le mot rectification. Rectification. Oui, c'est une cour qui est venue pour rectifier un peu la précédente cour et toutes les décisions qui sont prises. C'est tout comme s'il y a un agenda pour évacuer et pour rectifier les décisions importantes qui ont été prises par la Cour Wolo. Et quand moi j'ai lu un peu la décision et le premier niveau, le premier mot qui m'interpelle, c'est recours en interprétation. De ma vie de journaliste, petit journaliste que je suis, c'est pour la première fois que j'entends... Non, il vaut mieux dire comme ça dans la République maintenant, quoi, pour que les gens ne vous jettent pas à la physionomie. Je ne me coupe pas, mais que bon, vous n'êtes pas autorisé à parler, alors que bon, à la fin, on comprend tout ce qui se passe et il y a bien longtemps. C'est ça, oui. Recours en interprétation. Et donc, ça tu comprends, ça dit que cette décision est venue pour interpréter la décision prise par la Cour Wolo. Et donc, c'est dans l'aboutissement de l'interprétation qu'on a réussi à revenir sur le droit de grève, la suppression du droit de grève à certaines corporations et qui avaient fait objet de la première décision prise par la Cour Wolo. Vous trouvez qu'on y est doucement et que d'autres vont certainement suivre? Oui, tout à fait. Je dis c'est une cour de rectification. Cour de rectification, décision jurisprudentielle. En tout cas, Léandre ne voudrait pas qu'on parle en ces termes, mais une révision. Mais tout se joue autour de l'institution. Léandre a sorti une autre expression. On va vers la désacralisation de la haute juridiction. Est-ce qu'on y est? Mais sur la portée de la décision, beaucoup s'interrogent sur toute autre lecture qu'on pourrait aussi en faire. On se demande, mais est-ce à dire que finalement, les tests et décisions n'auront d'importance que par rapport à ceux qui les portent? Car voilà une juridiction dont on dit, dont les décisions sont en principe sans recours, mais pour peu, ça c'est les propos d'un observateur que je rapporte, pour peu qu'il y a un nouvel homme ou d'autres membres, la décision qui y a été validée par la même institution peut ne plus avoir la même valeur compte tenu du background de ceux qui sont appelés à l'animer. Est-ce qu'une lecture exacte? Non, je pense que c'est une lecture réaliste. Réaliste. Oui, et puis ne pas être exact. Réaliste, non pas pertinente. Réaliste parce que c'est ce que vous voyez. D'accord si vous voulez, une lecture qui peint un tableau qui est réel, qui est là. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer que le changement d'homme, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle ne constitue plus aujourd'hui depuis quelques mois une moule où qui que vous soyez de tel ou tel bord politique, quand vous venez, vous mettez dedans et c'est les règles qui sont là-bas que vous appliquez. On commence par nous montrer que ça peut se passer autrement. Mais vous voyez la subtilité et le bon dribble qui devrait intéresser
universités, les étudiants en droit et les commentateurs, les analystes politiques que nous sommes. Et la presse devrait se réveiller, s'intéresser à ça pour interpréter. Tout à l'heure, Marcel parlait de l'expression utilisée pour justifier le recours. Recours en interprétation. Ça veut dire quoi? Nous savons très bien, et ceux qui animent la Cour, et ceux qui ont déposé les recours aussi, que moi je rêve d'en rencontrer parmi eux. Vous rêvez d'en rencontrer? Oui, je rêve. Qu'ils étaient nombreux venus pour l'audience et les découvrir, mais ils n'y étaient pas. C'est pas grave. Je vais pas perdre l'espoir de les rencontrer. Je vous dirai après, vous ferez l'habitude de vous dire pourquoi je cherche à en rencontrer parmi eux. Alors, donc, ils savent que les décisions de la Cour sont sans recours, ne sont pas susceptibles de recours. Alors donc, impossibilité d'attaquer la décision déjà rendue par la Cour. Écoutez, donc si jamais c'était appelé recours contre telle décision de la Cour, ça va tomber dans l'illégalité tout de suite et dans l'inconstitutionnalité. Alors, est-ce que ceux qui ont déposé ces recours-là ont dû être conseillés par des gens qui pourraient se trouver où, je ne sais, vous êtes suffisamment intelligent, pour donc intituler leur recours en interprétation. Maintenant, là où se trouve le piège, et je voudrais bien prendre les gens au mot, est-ce que lorsque vous déposez un recours en interprétation, si vous interprétez, est-ce que cela vous donne le droit de rendre une décision qui vient casser ou qui est contraire à la décision qui était déjà rendue et qui a force de choses jugées? Moi, j'interroge les gens là-dessus. Au finish, on installe un système où, même si la Cour Diogbenou rendait des décisions à portée sociale, économique, politique, vraiment intéressantes demain, cela n'enlèvera rien à ce que vous craignez, à savoir que la notion, le principe qui dit que les décisions de la Cour sont sans recours n'existe plus, est enterré. Pourquoi? Il suffira d'attendre 5 ans. Il suffira que vous déposiez un recours aujourd'hui, la Cour constitutionnelle rend une décision qui ne vous arrange pas. Vous attendez, vous allez dormir à l'église, vous priez que Dieu fasse que quelqu'un qui vous aime bien devienne membre de la Cour ou président de la Cour 5 ans après. Vous déposez un recours, on va l'appeler recours en interprétation ou recours en tout ce que vous voulez, et il pourra dire que ce qui a été décidé par l'autre cour là, moi je décide le contraire. Maintenant, pour le moment nous sommes sur les questions de droit de grève, nous sommes sur les questions de Coslepi, nous sommes sur des questions qui, sans manquer de sensibilité, ne nous amènent pas encore à nous prendre au collet. Mais lorsque la Cour constitutionnelle va déclarer un Béninois élu président de la République, ici, d'accord, et que une Cour, puisque le mandat de la Cour constitutionnelle n'est pas juste apposé au mandat d'un président de la République, et que si le mandat d'une Cour constitutionnelle finit en cours pendant que le mandat d'un président de la République court encore, comme c'est le cas maintenant, d'accord, c'est dire que le président de la Cour qui s'installe là, et les autres sages, peut recevoir un recours en interprétation de la décision de la Cour qui a déclaré élu président de la République, celui qui est au pouvoir. Et donc, dans l'interprétation de cette décision, dans la suite à donner à ce recours, la Cour constitutionnelle peut déclarer que celui qui est au pouvoir n'est plus président de la République. Ça alors. Non, est-ce qu'au moins, sur papier, et là, moi, je ne fais pas dans le parti pris, je dis la logique est universelle. Est-ce que dans ce que nous décrivons, ça aussi peut arriver ou pas? Est-ce que la proclamation des résultats et la désignation de l'élu comme président de la République, c'est la Cour constitutionnelle qui fait ça ou pas? Oui. Est-ce que c'est une décision de la... Ça s'appelle décision de la Cour ou pas? Oui. Est-ce que cela
a même valeur que toute autre décision prise par la Cour. Oui, alors, Marcel, donc ça veut dire qu'on peut se retrouver dans un cas comme ça. Donc il ne faut pas installer des dynamiques du genre. Une vraie boîte à Pandore, parce que je voudrais emprunter le mot utilisé par mon ami confrère Julien tout à l'heure pour parler de désacralisation effectivement de la Cour au regard de ces premières décisions rendues par la Cour Diogbenou. Parce que quand vous regardez très bien, et quand depuis quelques jours, quand vous suivez les débats qui ont lieu un peu partout dans le pays, dans les gargoteries, dans les rues, eh bien, ça se dit de plus en plus que ceux qui vont à la cour, c'est pour faire la politique. Et donc, à partir de ce moment, on n'a plus trop l'impression que la cour est au service de la Constitution, est au service de la République, est au service de la démocratie, mais au service d'intérêts politiques, est au service d'hommes politiques, parce que quelle est l'utilité, l'urgence et l'importance de revenir sur cette décision tout de suite, alors qu'aujourd'hui, on a une accalmie dans le pays, tout se passe très bien, les travailleurs qui sont eux-mêmes un peu fatigués par les dernières longues grèves qu'ils ont observées, sont en train de repenser à autre chose. Et quelle est l'utilité, l'importance d'une telle décision actuellement? Moi j'ai l'impression que la Cour, effectivement, comme vous le dites, a ouvert la boîte de Pandore. Oui, qui dit ouvrir la boîte de Pandore à quel dessein? En tout cas, d'où la question des implications d'une décision comme celle-là. Je voudrais simplement, pour ne pas être l'oiseau de mauvais augure, je ne voudrais pas, j'ai dit sur votre plateau ici, que quand je regarde la carte de visite du président de la Cour constitutionnelle, je pense qu'il remplissait bien les conditions. J'ai insisté également sur la pertinence, la légitimité dont étaient empreintes les appréhensions du peuple qui l'a vu dans un engagement assez fort aux côtés du chef de l'État il n'y a pas si longtemps. Et donc, j'étais allé jusqu'à vous dire ici que si j'avais un petit conseil à donner à M. Diogbenou, c'est que je lui dirais de ne pas accepter l'offre de devenir président de la Cour constitutionnelle. Mais bon, chacun il a fait son choix. Mais moi, je pense que je voudrais simplement dire le président de la Cour constitutionnelle, Diogbenou, a voulu donner son empreinte à la Cour constitutionnelle. Il a voulu imprimer son style, son rythme, sa méthode, par exemple déjà avec les audiences publiques et tout. Et j'avais dit encore que, puisqu'il n'aime, et ceux qui le voyaient dans une prison constitutionnelle, nous ne verrons pas. C'est quelqu'un qui adore être au contact du public. Il a créé donc son empire où il a sa cour où il peut être en contact avec le public. Mais là n'était pas le plus grave. Mais la dynamique que créent ces genres de décisions aujourd'hui, c'est qu'on n'aura pas la possibilité de le refuser à quelqu'un. Est-ce que vous... C'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne viendra pas à la tête de la Cour constitutionnelle pour que vous veniez lui dire, bon, toi, comme tu es vertueux, ou bien toi, comme, bon, tu n'es pas Diogbenou, tu n'es pas les autres, ne fais pas ça. Il vous dira, mais ça s'est fait comme ça, et abondamment. Donc, permettez-moi de faire. Alors, l'exemple que je vous ai donné, là, ça, la seule suffit pour mettre le pays dans une situation qu'on n'aime pas. Mais à quel dessein ça peut se faire? Je préfère me limiter à l'envie de faire autrement que les autres. Et maintenant, deuxième niveau, où je peux m'arrêter pour ne pas aller au troisième niveau, parce que je ne veux pas trop aller au troisième niveau qui pourrait m'amener à dire des choses qui peuvent faire peur à d'autres personnes. Et je n'en ai pas c'est pas mon rôle. Mais le deuxième niveau déjà, c'est cette tendance, quand vous posez un acte, il faut voir quelle est l'impression, la perception que le peuple peut en avoir. Aujourd'hui, quelle est l'impression, l'image que la Cour Diogbenou projette dans l'opinion? L'image d'une Cour qui veut corriger, qui veut rectifier la Cour Diogbenou. Ça aussi, la Cour Olo, ça aussi, ce n'est pas bien. C'est vrai que le professeur Diogbenou et les siens et les autres sages ne vont pas voir l'âge de Théodore Olo et de ceux qui avaient animé la précédente Cour pour ne pas travailler. Ce n'est pas parce que Olo aurait été, je ne sais pas trop, son professeur de droit un jour qu'il ne le ferait pas. C'est pas parce qu'il va penser que Maître Robert Dossou et tous les autres, ils ont été ses professeurs qu'il ne le ferait pas. Mais
il faut savoir rester dans les limites. Et il y a beaucoup d'autres décisions par lesquelles la Cour Diogbenou peut même démarrer. Et quand nous allons maintenant sur le terrain de la communication et de la communication politique, parce que la Cour constitutionnelle n'est pas là que pour dire le droit, pour regarder la conformité d'un acte d'un citoyen ou d'une institution à la Constitution. C'est le plus grand rôle, en tout cas qui me paraît le plus important, c'est que la Cour constitutionnelle a pour rôle de réguler, d'accord, le fonctionnement de l'appareil d'État, vu comme la collaboration, la cohabitation entre les institutions de la République. Ça veut dire que c'est une Cour qui, dans sa démarche, doit toujours garder à l'esprit de se positionner comme l'arbitre, de se positionner comme celui qui est respecté par tout le monde, qui peut mettre fin à la récréation. Et vous savez, quand vous rentrez dans la sociologie béninoise, nous avons cette conception, sans que ce ne soit une manière de demander à ce qu'on en abuse, nous avons cette conception du couvent, l'image du couvent. C'est ça qu'on respecte. Lorsque vous allez dans le village où moi je suis né, vous allez dans le village lacustre de Guézin par exemple, lorsque vous voyez les jeunes, on leur dit même faites ci, ils ne veulent pas le faire, ils se prennent la tête alors que c'est bon pour le village. Il suffit qu'une seule réunion soit faite au couvent de Zangweta ou de telle divinité et que les hauts dignitaires, un dignitaire que dehors, un jeune a regardé comme n'importe qui parce qu'il voit simplement la personne, mais qui de l'autre côté prend une autre posture, met sa toge tout de suite. Mais le jeune, c'est extraordinaire, le respecte. Et la décision qui sort de là, c'est comme la fumée qui sort des conclaves, des papes. Et lorsque aujourd'hui, notre Cour, déjà avec les audiences publiques et contradictoires, livre tout au public, si on doit encore prendre des décisions qui vont amener à ce que trop de gens, le jour où une masse critique importante de Béninois vont classer la Cour dans un camp, je pense que ce ne serait pas bien parce qu'on va dire le droit. Au Burkina, on a dit le droit. En Côte d'Ivoire, on a dit le droit. Parce qu'on dit souvent la loi reste, à beau être mauvaise, elle reste la loi. Nous, la Cour constitutionnelle rend une décision, nous devons la respecter. Mais il y a eu un conseil constitutionnel qui a rendu les décisions en Côte d'Ivoire. Lorsque le président du conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, en ce moment avant les moments de trouble, qui était un professeur chevronné de droit constitutionnel, a trouvé que oui, il pouvait se permettre de déclarer Laurent Gbagbo élu, et lui-même revenu par rapport à la même élection, dit que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est élu, la suite on la connaît. Lorsque au Burkina, oui. Mais c'était du rôle des députés de réviser la Constitution. C'est de leur rôle. Mais quand le peuple a dit après vous n'allez pas réviser, c'est nous qui allons le faire à votre place. Maintenant, le Bénin qui est resté le label et tout le monde vient voir. Et dans les réactions que nous voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que même il y a de grands professeurs de droit, de grands constitutionnels, des gens qui ont dirigé même des juridictions constitutionnelles en Afrique, qui regrettent ces genres de décisions plus que nous-mêmes béninois. Ça veut dire que le label béninois est touché. Je ne vais pas dans le fond pour dire que... Le label béninois est touché, mais un peu plus proche. Le label, c'est important, c'est vrai. Ces réactions doivent pouvoir interpeller les consciences, mais les concernés eux-mêmes, on aura quelques réactions tout à l'heure. Marcel, on se rappelle, Diogbenou, dans d'autres postures hier, faisait partie, toujours avec le gouvernement en tant que garde des Sceaux, pour être précis, faisait partie de ceux qui ont justifié l'urgence à aller au retrait de droit de grève. Et l'autre argumentaire avancé, c'est pour rendre l'administration béninoise un peu plus performante. La décision tombée en pleine période d'accalmie, comme vous l'évoquez là, est-ce que ce ne serait pas un gain pour cette administration-là, si la finalité, c'est celle-là, aider l'administration à tourner à son aise et à être plus à l'écoute du contribuable et à aider à impulser le développement tant souhaité. D'abord, je voudrais faire remarquer que les mêmes arguments développés par le professeur Joseph Diogbenou, alors garde des Sceaux, se retrouvent à quelques nuances près dans les interprétations de la décision, parce que ce qui fonde fondamentalement, ce qui est l'argumentaire fondamental de cette décision, on a dit le service continu.
le fonctionnement continu des services importants tels que la santé, la sécurité, la défense et la justice est un impératif constitutionnel. Et donc, c'est cet argument, et je dis que cet argument n'est pas loin de celui tenu par l'ex-garde des Sceaux devenu président de la Cour. Et donc, ceux qui peuvent comprendre, comprennent déjà à moitié ce qu'il dit. Mais revenons sur l'importance de la décision. Moi, je crois que il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Moi, j'ai toujours dit que si vous interdisez à des gens de faire de grève, et ils vont servir frustrés, avec des frustrations, ils seront encore plus dangereux que ceux qui sont officiellement en grève. Je prends le cas, par exemple, d'un médecin qui ne veut pas qu'il y a des problèmes qui devaient l'amener à aller en grève et vous l'empêcher d'aller en grève. S'il va là et il commet une erreur médicale pour un médecin, c'est fatal. Il y a des sanctions. Oui, mais combien de gens, il y a des erreurs médicales, et combien de sanctions il y a jusque-là par rapport aux erreurs que j'ai. Et donc, moi, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est de laisser les travailleurs exprimer leur mécontentement. Et à partir de ces mécontentements, les gouvernants peuvent discuter avec eux, voir comment régler ça, qu'au lieu d'étouffer les frustrations. Vous dites le plus important, c'est de faire ce que vous dites là, mais le vin est tiré, il faut le boire. Vous pensez qu'il va falloir le jeter? Pas du tout, mais je crois que j'attends la réaction des concernés, mais en attendant d'avoir leur réaction, mais je crois que cette décision n'apportera aucun problème, aucune solution au problème qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on aura plus de problèmes que de solutions? En tout cas, nous avons recueilli déjà quelques premières réactions du citoyen lambda concerné par cette situation. Quelques travailleurs qui ont bien voulu se confier à nous, en attendant la réaction, pourquoi pas, des responsables des centrales et confédérations syndicales. On y reviendra sans nul doute. La régie pour ces réactions et ensuite on revient sur ce plateau. Je crois que la Cour constitutionnelle actuelle est revenue sur un dossier qui, selon moi, est déjà classé. Mais qu'on revienne avec revanche à retirer à nouveau le droit de grève aux magistrats, aux agents de santé, je crois que ce n'est pas la solution au problème qui est posé. Et là, je regrette parce que je me demande à quel jeu joue ce gouvernement. Et je me demande si les organisations syndicales, les 6 confédérations, à l'exception de la CSTB, qui ont signé la Charte nationale du dialogue social, qui en son article stipule que pour toute réforme, le gouvernement doit associer les organisations syndicales à la mise en œuvre, c'est-à-dire à l'élaboration et à la mise en œuvre. Lorsqu'on foule tout ça au pied et que sans dialogue, sans échange, on revient sur un problème qui est déjà réglé, je pense qu'il y a matière à s'inquiéter. Avec un pincement au cœur que nous avons eu la nouvelle, la triste nouvelle, tout simplement parce que ceux qui hier ont défendu bec et ongle qu'il ne fallait pas supprimer le droit des grèves sont revenus à la charge, se sentant acculés et se sentant vaincus dans ce combat qui a opposé le peuple au chef de l'État. La désignation des membres de la Cour constitutionnelle et le choix porté sur la personne de M. Diogbenou comme président de cette Cour a été une occasion pour le pouvoir en place de revenir sur cette question qui avait déjà été réglée par la Cour constitutionnelle. C'est un grand recul que nous sommes en train de constater. Notre démocratie chancelle. C'est grave ce qui se passe dans le pays. Il faudrait que nous nous levons parce que c'est notre pays en réalité. Cette classe-là est patente. Le pays nous appartient, à nous la jeunesse, à nous les jeunes. Donc nous devons prendre la responsabilité. Nous avons besoin de ça. Il faut une révolution dans ce pays. C'est une indignation, cette suppression du droit de grève aux travailleurs. Et cette décision que Diogbenou a prise est une atteinte à la liberté démocratique du Bénin. Et jeune que je suis, je lance un appel à l'endroit de la population du Bénin, des jeunes du Bénin, à se lever pour dire non à ces genres de décisions scélérates et liberticides.
c'est pas possible. Nous ne pouvons pas admettre cela dans un état de droit. Je crois que c'est une option. C'est une option et qui reste dans la logique du régime politique en place, qui est un régime de déni de droit. Un régime de déni de droit. Un régime de rejet du jeu démocratique. Et cela se comprend. Cela ne me surprend guère. Ça ne me surprend pas du tout. C'est une décision hautement politique et c'est une décision très risquée. Et cela, je crois que l'histoire est là et jugera. Merci. Merci beaucoup. Une décision hautement politique, l'histoire est là et jugera. Bout de phrase du dernier intervenant, j'ai bien envie de commencer par là, Marcel Zoumano. Quel type de conclusion celle-là? Et qui n'est pas loin de la... de mon premier point de vue, oui, mais il quand on a commencé. C'est politique. Oui, c'est politique. Et vous regardez, c'est là où moi je dis au gouvernement actuel de faire beaucoup attention. Et j'ai toujours dit, quand j'ai l'occasion de le dire, que les populations du Bénin de 2018 ne sont pas celles de 2010. Je dis qu'aujourd'hui, oui, j'ai dit qu'aujourd'hui tout le monde sait tout ce qui se passe. Et je prends l'habitude de mon vulgarisateur qui me forme parfois de certaines choses. Mon vulgarisateur qui me forme de certaines choses. Et donc, regardez l'interprétation des gens. Eux tous ont pointé du doigt le gouvernement. Ils n'ont pas dit la Cour, ils ont dit gouvernement. Eux tous, regardez. Non, mais paradoxal, non? Oui, c'est paradoxal, mais les gens savent que c'est le gouvernement qui est vraiment l'instrument qui est en train d'instrumentaliser la Cour. Et ça me fait de la peine que quelqu'un qui a eu un parcours d'enseignant brillant, avocat brillant, puisse se laisser à ce jeu. C'est un peu regrettable quand nous voyons ce qui se passe. Et donc, moi, je demande au gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, interdire à ces corporations de faire de grève a un impact sur le bon fonctionnement du gouvernement, a un impact sur comment dire, la célérité du PAG, du programme d'action du gouvernement, parce que c'est le plus important. Si l'objectif c'est le développement, est-ce qu'on a réussi à nous démontrer aujourd'hui que ces grèves, ces décisions prises ont un impact sur la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement? Moi, je ne vois pas le lien. Je ne vois pas du tout le lien. Au contraire, je trouve qu'on a pris une décision qui, comme l'a dit le dernier intervenant, aura des conséquences graves sur le fonctionnement de la... Léandre Kiti, oui, unanimement, tous. Or, indécis directement le gouvernement. Or, la décision émane de la Cour. Votre vis-à-vis parle d'instrumentalisation de la Cour, tenue quand même par des juristes de haut niveau, des personnalités de haut rang. Il reste des personnalités de haut rang, il reste des juristes de haut niveau. Mais quand je vous ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, celui-là, il est 3 fois plus grand en termes de droit constitutionnel que Joseph Djogueno. Donc c'est pour vous dire que juristes de haut niveau, autres personnalités de haut rang, ça aussi, ça finira par tomber, quoi. Ça va être peut-être les derniers grains qui resteront encore sur l'arbre fétiche que nous avions, qui était la Cour constitutionnelle. Mais ce que je veux dire, ce qui me fait mal, c'est que la conscience humaine a un mode de fonctionnement qui amène à ce qu'on soit unanime sur le fait que lorsque vous avez 2 possibilités pour régler un problème, alors que vous avez votre objectif à atteindre, qui peut ne pas être celui des autres, mais vous choisissez quand même le moindre mal, ou vous choisissez l'option qui vous permet d'avoir la protection de la loi. On connaît vos intentions, mais au moins vous avez la protection de la loi, vous avez la protection de l'attelage ou le dispositif institutionnel installé dans le pays. Alors, qui avait avait posé l'acte visant à retirer le droit de grève à certaines catégories des fonctionnaires de l'administration publique, santé, magistrats et forces de sécurité publique et de défense? C'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai, des gens comme moi savaient que
le gouvernement était derrière ça, ou que le gouvernement ferait tout au moins sa passivité bienveillante à cette affaire, parce que le gouvernement a joui d'une majorité parlementaire à l'Assemblée, et le chef de l'État parle avec ses députés, parce que le chef de l'État lui-même est venu dire à la télé, devant le peuple, que oui, il reconnaît qu'il a voulu de ce retrait de droit de grève à cette catégorie de travailleurs, et qu'il a même aidé à ça, mais malheureusement ça n'a pas été fait. Il avait des arguments à lui, quand il parle par exemple des forces de sécurité publique et de défense. J'ai envie de le croire pour dire, les craintes sont réelles. Mais encore faudra-t-il qu'il faut qu'on discute. Il faut discuter pour voir que, bon, les militaires, les agents de renseignement, est-ce que vraiment il faut leur permettre de faire de grève? Est-ce qu'ils en ont besoin? On peut convaincre, le débat peut se faire à l'Assemblée nationale et concerter l'Assemblée nationale pour bien de choses assez banales, va organiser des ateliers à Dassa et un peu partout pour réfléchir. Pourquoi on ne peut pas rencontrer la hiérarchie militaire, policière, discuter avec les gens pour dire, bon, en fait, c'est pas parce qu'on vous prend comme des clowns, on vous prend comme des béninois entièrement à part, où vous n'avez pas droit comme les autres, mais vu la sensibilité de votre job, nous pensons qu'aller en grève, c'est-à-dire en cessation de travail, ça va mettre le pays en péril. Et donc, vous pouvez, comme vous avez des syndicats, exprimer, ne serait-ce que dans la police, exprimer, pas écrit, des revendications que vous avez, mais cela relève du mot utilisé par la Cour Olo, qui, lorsque la bataille se faisait entre notamment les magistrats et le gouvernement, où les magistrats sont allés sans préavis dans une grève de 5 jours sur 5, d'accord? Mais écoutez, la Cour Olo a dit à l'Assemblée nationale d'encadrer au lieu de supprimer. Mais pourquoi le gouvernement, pourquoi le ministre de la Justice qui était dans ce gouvernement, qui était celui qui portait ces dossiers-là à l'Assemblée nationale, pourquoi le bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, qui est un partenaire politique ouvertement affiché au président de la République actuelle, ne trouve pas que c'est une bonne manière d'aider le chef de l'État à avoir une bonne cote de popularité, que de retourner l'affaire à l'Assemblée nationale, comme la Cour constitutionnelle le demande, quitte à ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les gens dans l'encadrement disent vraiment, pour les militaires, pour les agents de renseignement... Mais attendez, que ce n'est pas opportun. Non, carrément supprimer. Non, attendez. Si l'intention n'est pas de dire, vous croyez avoir été plus fort que moi, je peux me mettre en position de vous régler par une méthode même plus courte et plus facile pour moi que celle utilisée avant. Pourquoi on trouve aujourd'hui le raccourci? Même s'il y a un recours... Vous trouvez que c'est malsain? Non, attendez, je ne vais pas utiliser votre adjectif, mais je dis la Cour constitutionnelle, puisque le recours, c'est en interprétation. C'est en interprétation, non, chers amis. Pourquoi l'interprétation ne doit pas dire à l'auteur du recours, cette matière a été déjà jugée par la Cour constitutionnelle qui a orienté le débat vers l'Assemblée nationale à qui la copie a été retournée pour encadrer. Donc, la Cour constitutionnelle, dans son interprétation, peut faire injonction, et cela est déjà arrivé, à l'Assemblée nationale, que pour mettre tout le monde d'accord, il faut qu'on procède à l'encadrement. Quitte à ce que, en sourdine, parce qu'en politique, ce que vous voyez visiblement comme ça est peut-être 1% de ce qui se dit et se fait. Pourquoi en sourdine? On ne pourrait pas faire la bataille avec les députés à l'Assemblée nationale. Sur la question, il y a le premier intervenant qui s'interrogeait avec une grosse interrogation. À quoi joue finalement le gouvernement? S'interroge-t-il. Mais il s'offusque par la suite. Il dit, la CSTB, je crois bien que ce sont ces mots, oui, les 6 autres centrales qui ont foi au gouvernement, qui à un moment donné ont dit ok, nous allons nous revoir après, discuter, quitte à harmoniser nos points de vue. Le dialogue donc qui a été lancé et qui devrait connaître un aboutissement heureux est laissé en rade. Et voilà la Cour qui tranche. À quoi joue finalement le gouvernement, s'interroge-t-il? Vous pensez que le dialogue sera définitivement plombé avec cette option?
Oui, je crois bien parce que au fait, ça donne l'impression qu'on infantilise les travailleurs. On ne les prend pas pour des gens sérieux. On donne l'impression qu'on veut discuter. Je crois que j'avais entendu ça de la bouche de certains secrétaires généraux de Centrale qui disaient au moment où il y avait les mouvements de grève qu'on n'a pas l'impression que le dialogue est sincère avec le gouvernement. Et donc, voilà des gens qui, voilà que le gouvernement donne l'impression de vouloir dialoguer, mais passe pas derrière pour prendre des décisions qui comme on le dit, coupent l'herbe au pied des travailleurs. Je trouve que ça, c'est une logique d'infantilisation des travailleurs, et le gouvernement s'y plaît bien. Et c'est comme l'a dit le dernier intervenant, c'est une logique politique qui en marche, une logique politique qui veut qu'on ne perde sur aucun tableau. Mais ils sont qui ces travailleurs-là? Et ils auront gain de cause sur nous. On va passer par tous les mécanismes pour revenir à ce qu'on n'avait pas eu. On l'aura. Et on va voir ce qui va se passer. J'ai comme l'impression qu'il y a ce genre de tendance à être, comme l'a dit Rousseau, le plus fort n'est jamais assez fort pour être le roi, qui ne transforme pas sa force en doigt et son obéissance. Donc, un régime qui base son influence, sa légitimité sur la force, que beaucoup plus sur le droit. Et je crains quand vous basez la légitimité d'un régime sur la force. Ce genre de régime, c'est souvent éphémère. C'est l'impression que j'ai à travers ce que je vois ces derniers temps-ci dans le pays où les passages en force on tente d'aller coûte que coûte. On va voir ce qui va se passer. Un peu en parenthèse, un discours de Djabi, comme on le dit dans cette... Non, et moi, s'il vous plaît, moi, j'ai quelque chose à ajouter. Comme pour montrer qu'on a toujours la possibilité de faire autrement, pourquoi les travailleurs, ne serait-ce que dans le secteur de la santé et de la justice, pourquoi ils vont en grève? Ils vont en grève parce qu'ils ont besoin de moyens pour travailler. Ils vont en grève parce qu'ils revendiquent des choses qu'ils devraient revendiquer. Le gouvernement n'a pas dit vous n'avez pas le droit de revendiquer. Le gouvernement dit vous revendiquez tout ce que vous revendiquez, je ne peux pas tout vous donner maintenant. Le gouvernement dit vous revendiquez, vous allez trop vite en grève. Et ça bloque, ça empêche la réalité de la continuité du service public. Mais les grèves que les gens ont eu à faire jusque-là, et après ça s'est estompé, aujourd'hui, quels sont les efforts réels, assez forts que le gouvernement a eu à faire pour régler ces problèmes, pour que les gens, les travailleurs, n'aient plus aucune raison d'aller en grève? Et dans ce cas, non, attendez. Lorsque, oui, vous avez, ce sont les mêmes personnes. Vous n'avez que la même énergie pour rechercher des solutions à un problème. C'est la même énergie que vous utilisez pour aider à ce que les gens n'aient plus la possibilité de revendiquer. Alors, quand vous perdez l'énergie dans ça, vous laissez l'image de quelqu'un qui veut se battre. Si vous voyez quelqu'un qui veut se battre, un simple type qui veut se battre, et il fait querelle, il crie beaucoup. Vous voyez quelqu'un qui a fait les arts martiaux à côté de lui, il ne crie pas. Parce que celui-là va vous dire que les énergies de la débauche d'énergie que vous faites avant d'aller au combat, vous vide. D'accord? Mais quand vous pouvez utiliser cette énergie-là pour discuter avec les gens et communiquer sur le fait que voici ce que nous pouvons payer sur ce que vous réclamez. Au lieu de chercher à arrêter le droit de grève, autrement, au lieu d'empêcher les gens d'aller en grève. Qui sont revenus dans les interventions, je vous renvoie rapidement la parole, Marcel Zoum, et nous, d'aucuns parlent de déni, de droit à la liberté, du jeu démocratique. On en est là avec une décision comme celle-là? Oui, tout à fait, tout à fait. Et, on ne peut pas interdire le droit de grève à certaines corporations. Je voudrais rappeler qu'il existe dans notre pays une loi sur le droit de grève, et cette loi dit que les 3 corporations dans lesquelles il ne peut pas avoir grève, c'est la santé, les télécommunications et le domaine de la défense. Et il dit que, et c'est pourquoi quand j'entends le gouvernement dire ils n'ont pas fait service, mais moi je suis surpris, je me demande si les gens lisent réellement les tests avant de commencer par réagir. Le droit dit que c'est l'administration, le gouvernement qui est responsable de l'administration, c'est l'administration qui organise les services minimums. Ça veut dire que dans le secteur par exemple de la santé par exemple, s'il y avait grève, c'est le ministre de la Santé, par le biais de ses responsables, qui
qui réquisitionne les gens qui doivent faire le service minimum et non les travailleurs. Donc moi je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui avaient été faites et qui devaient nous éviter ce qui est arrivé là. Moi je trouve que c'est vraiment dommage et je confirme que c'est effectivement un déni parce que un magistrat, un médecin et un militaire qui ne fait pas grève mais qui est frustré est 2 fois plus dangereux que celui à qui vous donnez la possibilité de faire grève pour exprimer ses frustrations. Je le dis toujours. Sur la question, on a eu une première réaction de l'un de ceux s'étant fait passer pour un ardent défenseur du maintien du droit de grève. Il a nom Michel Adjaka. Il a juste signé un mot de phrase qui crée aussi la confusion. Beaucoup se demandent pourquoi juste ces mots. Il cite Corneille plutôt à vaincre sans péril, dit-il, en triomphe sans gloire. Julien Ndrikiti. C'était juste la première réaction du magistrat. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il a même ajouté qu'il n'y a aucune gloire à ce qu'une bataille que vous avez perdue dans une position donnée, que vous fassiez nommer juge pour venir imposer la victoire. C'est dit simplement, moi je comprends que la bataille c'était entre le gouvernement, donc représenté par le ministre garde des Sceaux, et eux, magistrats. Et ils ont l'impression qu'ils ont eu gain de cause. Alors le garde des Sceaux, devenu président de la Cour constitutionnelle, reprend la main et dit « Je peux vous m'imposer à vous de ce côté-là ». Perspective avec ce combat, oui, perspective avec ce combat, je pense qu'il faut qu'on ait la tête sur les épaules. Parce qu'il ne faut pas, et ça je le demande franchement à tous ceux qui réagissent, c'est vrai, faisons le débat. Nous sommes un peuple différent. Le peuple béninois, nous n'allons pas faire du tout la violence, on fera le débat, mais je souhaite que du côté du gouvernement, du côté de la Cour constitutionnelle, qu'on comprenne qu'il faut qu'on sache raison garder, parce que quand l'interprétation, recours à l'interprétation, chacun va interpréter à sa manière, et ça ne va pas être forcément bon. Et l'image du label Bénin, vraiment, préservons-la, parce que nous allons partir, les hommes vont passer, mais la République va rester. Merci Julien Ndrikiti. Oui, Marcel Zoumanou, 30 secondes. J'ai comme l'impression que la logique du gouvernement, c'est chaque fois que quelque chose vienne, il faut le supprimer. J'ai l'impression que c'est ça. Et donc, mais je ne trouve pas que ça soit une bonne solution de chercher à supprimer chaque fois qu'il y a des problèmes. Mais pour les militaires quand même, et pour les forces de sécurité, Julien Ndrikiti, merci. On peut réfléchir à enlever le droit de grève. Oui, le débat le fait. Que commencer, rassurez-vous, que pourra-t-il se passer dans les tout prochains jours. En tout cas, on sera là pour vous rapporter au fur et à mesure les éléments disponibles sur la question. 100% Bénin, le numéro du jour, ce sera tout en fausse compagnie sur cette citation de l'écrivain romancier, dramaturge et critique français Honoré de Balzac. En toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne. Merci pour l'attention. À très vite pour notre numéro de 100% Bénin. Au revoir.